Et donc, je voudrais, au fond, faire une sorte de moment conclusif. Alors, avec nos amis du Forum du Liban, en avril, je ferai une sorte d'introduction générale pour ceux et celles de ce forum qui n'ont pas participé à notre séminaire pendant ces 5 ans, pour qu'ils ne soient pas perdus devant nos avancées. Et puis, ça je le ferai en avril, et en mai et juin, j'essaierai de faire une sorte de conclusion de ce séminaire, qui sera en même temps introductrice ou introductive pour nos amis du Liban. Donc voilà le plan un peu particulier de ce séminaire cette année. Et puis nous déciderons à la fin de l'année si nous continuons et de quelle façon. En tout cas, ce sera de façon différente si nous continuons l'année prochaine. Donc pour marquer la reprise donc, de ce séminaire ce soir, je voudrais au fond d'abord proposer un épigraphe et puis ensuite vous dire au fond la leçon un peu générale que je tire de notre travail en une phrase. Alors l'épigraphe est tiré de la conférence de Lacan à Caracas le 12 juillet 1980. C'est sa dernière grande intervention publique avant sa mort. Et son titre, c'est « Je ne vous dis pas tout ». Alors voilà l'épigraphe de ce soir, c'est « Je ne vous dis pas tout ». Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que la leçon, au fond, de ces années de travail, en un mot, c'est, me semble-t-il, la découverte de la langue devait s'imposer à la psychanalyse comme une sorte de nécessité théorique ou logique, dès lors que la psychanalyse fait toute sa place au réel dans sa doctrine et qu'en pratique, elle travaille avec la trame poétique du langage. Je vais donc insister ce soir, pour commencer cette année, sur la place faite au réel dans la théorie depuis Lacan et sur le lien de cette dite place avec la langue, dans ses surgissements et ses effets matériels, concrets, pratiques, on dit sur le rapport la langue réelle. Vous apercevez déjà sans doute que ça peut déboucher cette année sur une ponctuation, une conclusion de ce séminaire, une telle entrée en matière. Alors, en octobre 2021, m'était venue une formule. Je vous avais proposé « La poésie assigne un réel là où la chose manque ». C'est au fond ce qui m'était apparu en octobre 2021 dans le contexte d'une introduction aux élaborations de Jacobson. Les élaborations de Jacobson sont fidèles à Saussure et à ce que nous avons nommé l'épistémée saussurienne, c'est-à-dire les positions de principe qui fondent la linguistique, au premier rang de ces positions, l'exclusion du référent. Le référent, c'est-à-dire les choses, la chose, puisque l'acte de Saussure est de penser le langage par l'articulation du signifié et du signifiant, et c'est par quoi il rend compte de façon bien définie de la production de signification. Cela, vous l'avez déjà entendu dans ce séminaire, mais évidemment, comme je vais tenter d'approcher d'une conclusion, je serai obligé, et tout particulièrement ce soir, de rappeler pas mal de choses que vous connaissez déjà pour ceux qui ont suivi le travail. Chez Saussure, la chose laisse donc sa place aux significations des mots et des phrases qui n'ont pas besoin d'elle.
et ne proviennent que des rapports du son et du sens, de l'image acoustique et du concept, puisque c'est ainsi, image acoustique et concept, que Saussure définit le signifiant et le signifié. Saussure était suisse, et il joue, pour faire une plaisanterie, un Witz, comme dirait Freud, sur le français et l'allemand. Une paysanne suisse, de Suisse romande, dit-il, pour laquelle le fromage se dit fromage, s'étonne que la même chose se dise Käse en Suisse alémanique. Saussure considère qu'à ne pas saisir que la signification provient strictement de l'articulation du signifiant et du signifié, on est, comme cette pauvre paysanne, égaré entre les mots et les choses. Ce va-et-vient de notre pensée entre les mots et les choses n'est pas le seul fait de la campagnarde suisse. La philosophie, depuis toujours, y perd son latin, même lorsqu'elle ne parle plus latin ou qu'elle n'a jamais parlé pour les philosophies autres qu'occidentales. Ce questionnement répété se repère à l'insistance du problème du signe, car il n'est pas de système philosophique sans une théorie du signe. Nous aurons à en reparler de cela cette année, je pense. L'ouvrage de Michel Foucault, par son titre « Les mots et les choses », se signale ici. Or, sans l'épistémé saussurienne, ce livre n'aurait pas vu le jour. Le primat de l'articulation signifié-signifiant donne à la philosophie française des années 60 du XXe siècle, à laquelle appartient le texte de Foucault, un point à partir duquel repenser la conception classique, c'est-à-dire strictement interne, de la représentation, celle du XVIIe siècle, puis romantique, qui fonde la représentation sur une profondeur externe à elle. Ça, c'est le schème général des mots et les choses de Foucault. L'exclusion du signifiant est donc la clé de la linguistique et par conséquent de la théorie structurale. Notons pourtant que Lacan, suivant ainsi Lévi-Strauss, opère dès le début de son enseignement un renversement de la relation saussurienne signifié-signifiant, en posant que le signifiant détermine le signifié. À première vue, ce n'est pas trahir Saussure qui expliquait que le différentiel entre les c'est le différentiel entre les signifiants qui opère pour la distinction du signifié, c'est-à-dire pour produire du sens, de la signification. Mais Lévi-Strauss et Lacan font un pas de plus en appelant ça détermination du signifié par le signifiant. Cette position est maintenue par Lacan jusqu'à la fin de son enseignement, semble-t-il. Je cite par exemple encore, à la page 23, Lacan dit « Les effets de signifier ont l'air de n'avoir rien à faire avec ce qui les cause. » Autrement dit, les signifiants. Le fameux arbitraire du signe saussurien. Soulignons cet « ont l'air de » dans le corps, qui laisse entendre qu'il y a peut-être là une question. Puis, dans la même page, on lit que le signifié, lui, il rate le référent. Le référent reste exclu et le signifié reste un effet de signifiant avec une petite nuance sur l'arbitraire du signe dont Lacan avance alors dans cette page d'encore que peut-être Saussure ne l'a-t-il soutenu qu'à contre-cœur. Voilà le midi de cette page 23 d'encore où Lacan ne nous dit pas tout.
Mettons ça au clair. La détermination du signifié par le signifiant est la version structurale de l'articulation signifié-signifiant mise par Saussure au fondement de la linguistique. Point 1. On peut noter d'emblée que l'inflexion structurale de Lévi-Strauss fournit à Lacan une perspective neuve qui est celle de la considération du signifiant en tant que tel, c'est-à-dire de l'image acoustique ou de la dimension sonore du signifiant pour elle-même. Autrement dit, pour elle-même, ça veut dire dans une large indépendance par rapport au signifié. Large indépendance du son qui peut être traité indépendamment du fait de faire sens. Que le sens en dépende, de la différence des sons, n'est pas remise en question par Lacan. Mais le continent sonore peut être analysé spécifiquement. J'ai essayé de montrer l'année dernière que Jacobson s'est résolument saisi de cette ouverture. 2 points le rappellent. Jacobson pointe ce qu'il nomme le vide de ressemblance entre le signifiant et le signifié. Le son des mots n'a rien qui concorde avec leur sens. C'est ce que Saussure répond à la paysanne. Fromage et Käse, tous deux, renvoient à ce que l'on peut définir comme une pâte faite de lait et ou de crème, ce qui est le concept du fromage selon les dictionnaires. Les dictionnaires conceptualisent la signification des mots. Mais rien à voir entre le concept et le mot, et le son du mot. Ça, c'est une première remarque sur le vide de ressemblance, toujours maintenu. Secondo, Jacobson propose ce qu'il nomme l'antinomie fondamentale du langage. Je le rappelle, car je vous en ai parlé l'an dernier, la formule de Jacobson est la suivante. À côté de la conscience immédiate de l'identité du signe et de l'objet, il y a la conscience immédiate de l'absence de cette identité. C'est ça l'aporie du langage, selon Jacobson, lisant Saussure. La linguistique est rationaliste et elle n'est pas sceptique. Elle ne met en aucun cas en doute l'existence des choses. Et elle a confiance dans la capacité du concept à rendre compte adéquatement des choses. Le mot fromage désigne bien ce que son concept indique. Cette valeur que l'on appelle de désignation n'est pas sujette à discussion en linguistique. Par contre, elle sera très sérieusement mise en question dans les débats de la logique contemporaine à l'œuvre de Saussure, comme problème dit de la dénotation, c'est un autre mot pour désignation, dont le célèbre texte, le plus célèbre texte, est celui de Bertrand Russell, On Denoting. Grand débat de la logique du début du XXe siècle, autour de ce qu'on appelle la crise des fondements des mathématiques, pour, au fond, se demander si lorsque une logique écrit correctement quelque chose, cela correspond à une dénotation. C'est-à-dire cela a quelque chose à voir avec les choses. L'exemple classique, discuté par Russell, c'est le roi de France est chauve. Le roi de France est chauve,
proposition logique tout à fait correcte, assise sur la grammaire. C'est une phrase parfaitement, conceptuellement acceptable pour un logicien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de reprendre. Alors, est-ce que ça renvoie à une chose? Et à partir de ce type de paradoxe, Russell réécrit toute la notation logique, mais je ne vais pas vous développer cela ce soir, nous pourrons en reparler. Simplement pour dire que l'articulation des concepts et des choses, qui ne fait pas problème pour la linguistique puisqu'elle ne s'en occupe pas, est un immense problème pour la logique moderne. Pour Saussure, le centrement sur la signification comme articulation signifié-signifiant évacue la désignation de la chose comme problème. C'est ce que Jacobson appelait tout à l'heure conscience immédiate de la non-identité du signe et de la chose. Entre le signe et l'objet, disait-il. L'autre versant de l'antinomie nous dit qu'aussi bien il y a conscience immédiate de leur identité. Saussure aurait ici conclu, donc pas de problème. Le signifié est bien le concept adéquat de l'objet, mais cela ne regarde pas la science du langage. L'originalité de Jacobson, par rapport à Saussure, est de faire tenir ensemble le vide de ressemblance et l'antinomie. Et cela bouscule le rationalisme tranquille du linguiste. Le vide de ressemblance entre le son et le concept, entre le signifiant et le signifié, est-il comme la marque de l'antinomie à l'intérieur du dispositif langagier? Est-ce qu'au fond, que le signe ne soit pas identique à l'objet fait-il en quelque sorte le drame de l'éloignement du son et du sens? Voilà ce que cette double proposition de Jacobson nous amène à nous demander. À tel point que ces curieux personnages que sont les poètes se vouent, nous enseigne Jacobson, à combler le vide de ressemblance entre le signifiant et le signifié. Les philosophes se font aussi l'écho de cette inquiétude, depuis Platon, qui, dans le Cratyle, s'essaye au dépassement de l'arbitraire du signe, comme dit toujours la même page d'Encore, citant le Cratyle et ne craignant pas l'anachronisme. Hegel, à son tour, fera de même, à sa façon, lorsqu'il dépeint la passion du concept à se faire monde. La poésie, disait Mallarmé, je vous le rappelle, rémunère le défaut des langues. Et c'est en faisant sonner les sons de la langue avec les sons de la langue autre chose que le sens, selon la formule de Lacan, désormais connue de vous, que ce défaut qui sépare le son des mots de leur sens sera comblé par l'exercice de la fonction poétique. Alors, on ne pourra pas faire autrement que se demander si, selon le mythe d'Orphée, le poète en vient à toucher la chose. Les rivières et les bois, les animaux, et pourquoi pas les nymphes, inévitable récompense du charme du poète, version, me direz-vous, un petit peu masculine, mais de toute façon, le sexe d'Orphée n'est pas totalement défini. Donc, ça nous sort d'une position trop viriliste. Le mythe formule la question d'un accès de la langue au réel. Pour sortir des solutions du mythe,
je vous ai proposé cette formule que la poésie assigne un réel et qu'elle l'assigne là où manque la chose. Voilà, on nous amène au fond l'exclusion du référent, de la chose, par l'épistémé saussurienne. La poésie y répondrait en assignant un réel là où manque la chose. Que la chose manque, la terrible expérience de Hölderlin le disait, dont nous avons parlé en juillet dernier. Dans le style tragique du premier poète romantique allemand, l'expression de l'exclusion rationaliste par Saussure du référent, c'était, dans son vocabulaire à lui, les dieux enfuis. Nous venons de voir que cette exclusion du référent est aussi remise en inquiétude par la double fracture relevée par Jacobson entre le son et le sens, d'une part, entre le signe et la chose, de l'autre. Et c'est à un moment clé de son enseignement qu'à son tour, Lacan traite de la question de la chose et de son exclusion. Comme vous le savez, le séminaire d'éthique de la psychanalyse introduit ce terme de chose, la chose, qui, chez Lacan, va insister chaque fois en un point décisif de son parcours. Il y a d'abord la conférence à Munich en 1955, la chose freudienne. Il y a ensuite, inspiré d'un texte de Heidegger dans le séminaire d'éthique en 1959, Das Ding, un mot allemand pour dire la chose. Et puis, il y aura dans la suite des années 60 la position d'une cause freudienne du désir, l'objet petit a, qui est un objet manque, selon la leçon freudienne, de l'objet perdu. Je m'en tiens à quelques notations seulement, car je suppose le texte de l'éthique de la psychanalyse du séminaire 7 de Lacan, relativement connu de vous. On lit à la page 65 du séminaire, dans l'édition du Seuil, le Ding, c'est-à-dire chose, comme Fremde, c'est-à-dire comme étranger, étranger et même hostile à l'occasion, en tout cas comme première extérieure, c'est autour de quoi s'oriente tout le cheminement du sujet. Donc c'est à la page 65 du séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse. Et Lacan continue, c'est de sa nature que l'objet est perdu comme tel. Il ne sera jamais retrouvé. Quelque chose est là en attendant mieux, ou en attendant pire, mais en attendant. Et ce quelque chose qui est là, eh bien, c'est tout ce que le sujet peut produire à partir du langage. La perte fondamentale dont parle dans son tréfonds l'œuvre de Hölderlin est là tout près. Lacan parle même à la page précédente, non, à la même page 65, d'une division originelle de l'expérience de la réalité pour le sujet. Il précise à la page précédente, cette fois, que l'appréhension de la réalité par le sujet, je cite, articule puissamment la séparation et l'identité.
c'est discerner dans le fonctionnement de l'inconscient le double mouvement découvert par Jacobson de l'identité et de la non-identité, dans son aporie de tout à l'heure, qui est la croix d'une théorie du langage et qui travaille la théorie de l'inconscient. Nous sommes ici sur une limite, comme j'ai essayé de le situer dans ce séminaire. Rappelez-vous des débuts, en 2018, avec la lecture de Radiophonie. Elle nous révélait une nouvelle thèse sur la condensation. On lit dans les autres écrits, à la page 417, c'est-à-dire dans le texte Radiophonie, je cite, « Le retour de l'impossible à concevoir comme la limite d'où s'instaure par le symbolique la catégorie du réel, c'est ça la condensation. Un retour de l'impossible à concevoir comme la limite d'où s'instaure par le symbolique la catégorie du réel. L'interprétation du rêve donne des exemples de ces condensations qui atteignent au hors-sens. Elles se tiennent sur cette limite, où la production langagière se supporte de l'impossible à dire. Limite du langage, donc, où la langue, en un mot, subvertit l'usage sémantique du signifiant, pour que s'y dépose la jouissance qui y est prise et qui en est prise, qui est prise au signifiant et que le sujet prend à l'usage de ce signifiant. Il m'était venu en juillet dernier d'appeler ce lieu ou cet état où se tient le poète, avec l'usage poétique de la langue, un confin. J'en ai retrouvé depuis, comme par hasard, bien heureux hasard, la mention dans l'étourdi. Et hasard des hasards, avec la mention par Lacan de Hölderlin. Ce n'est pas si fréquent chez lui, mais que j'ignorais quand je vous ai parlé de Hölderlin en juillet. Il y a dans l'étourdi, c'est-à-dire aux pages 463-468 des autres écrits, un des plus longs passages du texte qui est un des textes les plus importants de Lacan sur le patou. 463-468. Et vous commencez à saisir peut-être le pourquoi de mon épigraphe. Je ne vous dis pas tout. Ce qui s'y joue d'important pour notre propos dans ces pages de l'étourdi est que, comme nous l'avons vu, la langue joue une partie compliquée avec le phallique. Disons que la position de la langue est pas toute par rapport au langage, pas toute phallique, pas toute dans la productivité du sens, dans l'efficacité sémantique. Et que par rapport à cela, elle se tient aux confins. Lacan emploie ce terme dans cette page. Aux confins, et Lacan met entre guillemets ce mot, puisqu'il serait le site de la jouissance féminine. Il met entre guillemets parce que Lacan ne peut se passer d'avoir recours ici à un vide, de faire une plaisanterie qui n'est pas très fine, et puisque vous voyez que confin, on peut jouer sur ce mot pour désigner le sexe féminin. Lacan donne cours à la singularité d'une jouissance investie dans les sons du signifiant, et par quoi s'instaure un réel
quand il fait retour comme impossible. Impossible à dire dans les formes officielles du code linguistique, mais qui se produit dans les concrétions hors sens de la langue, comme les condensations. C'est ce que j'appelle l'assignation d'un réel. Le terme d'assignation a une acception juridique. On est assigné à comparaître, ça veut dire qu'on est convoqué. Le réel, assigné à comparaître par le hors-sens de la langue, qui perfuse le langage. La fonction poétique, disait Jacobson, est sans cesse présente dans toutes les formes et fonctions du langage. Mais le terme d'assignation a aussi une acception économique. On parle d'affecter un fonds au paiement d'une dette. Ça s'appelle une assignation. Alors, à ce propos, évoquons la formule majeure de radiophonie que nous avions travaillée. C'est sur l'encaisse jouissance que tire l'inconscient pour advenir, selon le déplacement qui lui est constitutif. Enfin, à partir du sens juridique d'assignation, l'ancien français utilisait assigner pour dire donner rendez-vous. Eh bien, la langue est le rendez-vous du sujet parlant avec son réel de jouissance du fait même qu'il parle. Dans assigner, on entend le mot signe. On entend aussi le mot signe dans le mot de tout à l'heure, désigner. Dans la différence entre désigner et assigner se tient une question majeure. Le problème logique que je vous ai cité tout à l'heure de la désignation ou dénotation est posé à toute élaboration conceptuelle. On lui demande, à chaque concept, s'il rencontre des choses qu'il prétend saisir. Autrement dit, on demande à chaque concept, y a-t-il un réel qui corresponde aux élaborations rationnelles qui tentent de le penser? Le roi de France est chauve. Ici, il y aurait un vaste débat à mener, et Lacan ne l'a pas évité dans son séminaire. J'y viendrai à un moment, je pense, dans ces 3 premiers mois. Débat fond philosophique. Parler d'assignation, c'est tout à fait autre chose que parler de désignation. Parler d'assignation ne relève pas d'un processus de connaissance, alors que la désignation interroge le concept, pour savoir si ça correspond aux choses, autrement dit, un problème de la connaissance. L'assignation d'un réel ne se demande pas s'il y a une adéquation de la pensée et des choses. Elle se fait à partir du constat que la chose manque. Quelque chose d'inaccessible se tient en retrait de nos pensées inconscientes. Mais elles ont rendez-vous avec ce réel, puisque tel est le nom que Lacan donne à ce qui est là, mais est inaccessible, c'est-à-dire hors sens. Cette assignation est possible car elle tient à la jouissance prise au signifiant. C'est pourquoi, encore dit, le signifiant est le signe du sujet. Le signifiant, en tant que porteur de jouissance, recèle des ressources qui font résonance, au-delà du sens. Il ne s'agit pas de la fonction de signification,
celle qui donne le sens des symptômes, par exemple, et des formations de l'inconscient, mais de la fonction poétique. L'assignation du réel, c'est que la langue vient résonner ou faire sonner, et donc consonner avec ce réel qui échappe au sens. L'inconscient y est en quelque sorte préparé, car il prend son point de départ, sa condition de possibilité, de ce qu'il y a un refoulé primordial, un refoulement originel. L'inconscient emporte la marque et elle est traumatique, charriée par les signifiants, les S1 comme nous disons, très inscrits dans le corps pour faire noyau du symptôme, et dans la langue comme mémorial de ce que nous avons appris avec Lacan à appeler l'obrocène. L'obrocène, l'obscénité choquante de la rencontre initiale avec l'autre du langage, qui est mauvaise rencontre sexuelle. Telle est la véritable extension de la notion freudienne de scène primitive. Puis le sujet en bricolera quelque chose avec son fantasme, qui exploite les grandes ressources de l'imaginaire pour conduire sa vie dans l'errance. À cette construction, qui est une vie, la fonction phallique donne une armature logique, mais d'une logique de paradoxe. Cela produit le labyrinthe de la sexuation humaine. Par contre, ce que nous avons déroulé jusqu'en juillet dernier en vient à déceler une autre approche que celle du fantasme et de l'armature phallique de nos vies. Une approche pas toute du réel. L'assignation par la langue et ou la poésie d'un réel est cette approche pas toute. Cela veut dire qu'un réel est assigné dans la mesure où il est approché. Et il est approché sur le mode poétique par les moyens de la langue. La lecture de Hölderlin de juillet dernier en discernait la condition de cette approche pas toute du réel. Une réceptivité, c'était le mot que je vous avais proposé. Comment dirais-je? Une réceptivité primordiale, mais tous les superlatifs sont ici inopportuns pour qualifier l'approche pas toute formant cette réceptivité. Mais attention, cette réceptivité, ce n'est pas une position de petite fille attendant de recevoir, puisque ce qui serait reçu, ce serait le cadeau du Père. Le Père est révoqué. Les dieux, disait Hölderlin, se sont enfuis. Ils ne viendront pas compenser la chose qui manque. Je vous disais tout à l'heure que Lacan citait Hölderlin dans le passage de l'étourdi de la page 466 des autres écrits. Plus précisément, il nous débarrasse des lectures comme celle de Laplanche, interprétant l'œuvre de Hölderlin comme attente du Père, puisque Hölderlin avait perdu le sien à l'âge de 2 ans. Hölderlin n'est pas Schreber, nous dit cette page de Lacan. Nous savons pour notre part qu'il n'était pas fou. C'est précisément en se détournant de l'attente d'un Père
avec un grand U, Lacan l'écrit ainsi, comme inconditionné, que la réceptivité du poète se fait approche pas toute du réel. Pas toute veut bien dire situé hors des totalisations de l'univers phallique de facture oedipienne. Nous avons vu Hölderlin se détournant de Hegel, du projet totalisant de la philosophie idéaliste, et par conséquent du rapport sujet-objet, tout entier pris dans l'approche phallique. Voici donc la problématique. La chose étant inaccessible, mettre hors jeu les suppléances phalliques et paternelles ouvre l'hypothèse d'une approche pas toute du réel. Une hypothèse non pas théorique, mais pratique. Exemplairement, Hölderlin délaisse la philosophie, où il excellait, pour la poésie. Et exemplairement, il accompagne ce geste du plus grand dénuement social et d'une simplicité résolue dans son usage de la langue. Rappelons ici que Walter Benjamin voyait là, dans ce qu'il appelle passivité pleine, la définition même du courage. Passivité pleine. Alors, n'est-ce pas la leçon freudienne de la pulsion, qui nous enseigne que toute position pulsionnelle, qu'elle soit à l'actif du verbe, à son passif ou à son réfléchi, est une position active. On pourrait dire que la position de réceptivité dont le poète nous donne l'exemple est une sorte de passivité hautement active. J'annoncerai donc ma conclusion pour aujourd'hui à partir de la question: est-ce que la pratique de la psychanalyse peut prétendre à être approche pas toute du réel? Pour essayer d'en dire un peu plus, je vais tracer deux ou trois pistes que j'élargirai au mois de novembre. La pratique du psychanalyste se caractérise, dit-on, par l'écoute. Lacan moque parfois les spécialistes autoproclamés de l'écoute, car à écouter, on se demande bien ce qu'ils entendent. Là est toute la question. Theodor Reich, disciple très apprécié de Freud, avait proposé son fameux « entendre de la troisième oreille ». Entendre veut dire ici comprendre. Attraper quelque chose du sens véhiculé par les dits des analysants. Le sens, nous avons appris à en saisir toute la charge de jouissance. D'où le jeu de mots jouit-sens. Jouit du verbe jouir, sens. Pour dire, selon Lacan, à quel point la découverte du sens est un but, une motivation de la conduite humaine et de l'entrée en analyse du reste. La quête du sens est au fondement du transfert à l'analyste auquel ce savoir est supposé. Et nous avons nous-mêmes pris nos distances avec cela qui est une demande de jouir et une attente de jouissance de la part de l'analysant.
toute la question de ce qu'est la langue, en un mot, apprend à l'analyste et aux analysants à se situer aussi hors sens. Et là se propose une seconde signification du terme entendre, et par conséquent un autre objet de l'écoute. Il s'agit d'entendre non plus au sens figuré de comprendre. Lacan, depuis le séminaire des psychoses, nous met en garde contre la compréhension, mais au sens propre d'ouïr. Une page importante du séminaire de Saint-Homme nous enseigne cela. Il s'agit du schéma dit aux deux épissures, où Lacan situe deux temps logiques, deux approches concomitantes dans une analyse. L'épissure, c'est-à-dire l'articulation, s'il vous plaît, d'abord de l'imaginaire et du savoir inconscient, déchiffrage de l'inconscient, réponse, dit Lacan, à la page 73 du séminaire de Saint-Homme, réponse de l'analyste à l'exposé par l'analysant tout au long de son symptôme. Ça, c'est une première articulation de l'imaginaire et du savoir inconscient, le déchiffrage. Mais simultanément, peut s'opérer, nous dit le séminaire de Saint-Homme, une seconde épissure, celle du symbolique et du réel. Et Lacan retravaille alors son jeu de mots. Au lieu d'écrire jouissance, jouit du verbe jouir, tiret sens, il écrit jouit, J apostrophe, oui du verbe ouïr, sens. Il s'agit de l'ouïe, des sons de la langue qui sont le creuset de l'équivoque. J'y ai suffisamment insisté dans ce séminaire pour me contenter de vous renvoyer aux remarques de juin 2020 qui sont dans le bouquin du deuxième volume du séminaire, là, aux pages 59 à 62. Au passage, notons que cela nous permet aussi de dire plus précisément, et de la lire, la fameuse sentence de l'étourdi « Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend ». Ce qui s'entend, c'est non seulement ce qui se comprend et se méconnaît aussi bien dans les dits d'un analysant, mais c'est aussi ce qui, d'être oui, peut être ciblé à la condition d'être rompu à l'usage de l'équivoque. Et de ce fait, de mettre les soi-disant vérités en porte-à-faux grâce au jeu de l'équivoque. Dans la conférence de Milan de 1972, qui précède le séminaire, le texte de l'étourdi, Lacan dit « Il n'y a pas un signifiant dont la signification soit assurée. Elle passe tout son temps à glisser aussi loin qu'on veut. C'est un dérapage constant. La seule façon d'y intervenir alors, pour l'analyste et pour l'analysant, c'est, comment dire, de ne pas se laisser entraîner dans ce dérapage des significations des sens indéfinis. Et c'est donc par la scansion offerte par le fonctionnement de l'équivoque. Elle pointe un lapsus, appuyé sur un signifiant inattendu, ou déplacé, mal à propos, ou répétant un autre usage du même signifiant, voire sur une condensation extrême, comme dans l'interprétation du rêve, produisant des mots inouïs ou des personnages chimériques. Alors, parfois, ainsi, la vérité se prend-elle
au filet du réel. Je disais qu'il faut y être rompu, c'est-à-dire exercé. Et ce séminaire aurait voulu y servir. Mais on entend, dans le terme de rompu que je vous ai proposé, qu'au préalable, la prestance phallique narcissique doit être cassée, et que la quête du sens, à tout prendre religieuse et référée au Père, doit être renoncée. À suivre Walter Benjamin tout à l'heure, nous savons qu'il y faut un certain courage. À ce prix, les analysants se verront épargner la jouissance de l'analyste et ne conviendront avec lui dans la cure qu'en fonction du désir d'analyste, distant des jouissances phalliques, de la jouissance du sens, des jouissances de l'autre, autrement dit, quelque peu dégagé des fantasmes de l'analyste, narcissique, religieux et pervers. Un analyste improbable, donc, de même que tout poète n'est pas Hölderlin. Mais voilà une piste à suivre. Une piste pour cette question d'une approche pas toute du réel dans la pratique analytique. La seconde piste, dont j'essayerai de faire relance au mois de novembre, est à lire précisément dans cette ultime conférence de Caracas en juillet 80 de Lacan. C'est pour ça que j'en ai tiré l'épigraphe de ce soir aussi. Elle a été éditée par Miller l'an dernier avec d'autres textes sous le titre opportun « Aux confins du séminaire ». Par quoi Miller désigne seulement les premiers textes de Lacan sur l'homme au loup avant le début du séminaire édité, c'est-à-dire en 1952, et les ultimes textes, d'autre part, dont cette conférence de Caracas. C'est ça qu'il appelle les confins du séminaire. Mais le mot « confins », nous l'avons vu, pour nous, vient bien à propos ce soir. Et aux confins de mon travail d'aujourd'hui, je tire de cette conférence de Caracas une proposition majeure. Lacan y dit qu'il aborde le réel dans sa pratique. Moi, je venais de dire un mot différent. C'est pour ça que je souligne ce précieux terme d'abord, puisque moi j'avais proposé approche, ce qui est moins bon. Puisque dans abord, il y a bord, c'est-à-dire limite, confin. Puis Lacan ajoute à propos de ce réel, abordé par la pratique, par notre pratique, par la sienne, c'est ce dont se maintient qu'il ne puisse être admis que comme patou. Voilà la citation exacte de tout à l'heure. Patou sûrement dans le réel que j'aborde de ma pratique. C'est avec ce réel comme patou que je vous donne rendez-vous en novembre. Rendez-vous avec le réel? N'en espérons pas tant. Ça aurait quelque chose à voir avec la mort. Nous verrons que Lacan en parle. Voilà pour ce soir. Alors, chers amis, ça ne se fait pas ici. Est-ce que vous avez envie de parler un peu ou est-ce que vous préférez prendre du temps et parler au début de la séance suivante comme nous le faisions précédemment, comme vous voulez. Nous avons du temps, mais c'est selon votre feeling de ce qui s'est dit. Moi, j'ai juste une question. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez juste repréciser la notion de courage chez Benjamin? Oui. Juste parce que Benjamin, pardon. Je n'ai pas bien saisi là, Non, mais quand vous passez du... Je vous en prie.
pratique du réel, la notion de courage chez Je ne vous entends pas, madame. Non, j'ai juste pas bien saisi quand vous passez à cette notion de courage chez Benjamin. Je vais essayer de retrouver ça. Comme j'écris pas tout, ce qu'il y a de le dire, je ne sais pas exactement où c'est, mais je vais essayer de Est-ce retrouver. que vous avez parlé de la réceptivité? Oui, 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 oui. Voilà. C'est à cet endroit-là. Ceux sur Zoom entendent aussi la question, nous entendons. Ah d'accord, mais j'ai... Il faut parler dans le micro. Reposez votre question, comme ça tout le monde l'entendra. Oui, je voulais juste vous demander si vous pouviez repréciser... Et là, on n'entend pas, vous n'êtes pas dans le micro. Et là, je suis dans le micro. Oui, Pardon. Est-ce que vous pouvez repréciser la notion de courage chez Benjamin? Oui. Alors, Walter Benjamin a écrit un texte très important. Il était très jeune, du reste. Un de ses textes de jeunesse sur Hölderlin. Alors, il considère que la position de Hölderlin, ce serait un peu long d'entrer dans les détails de son exposé, mais j'en prends une des conclusions. Il considère que la position de Hölderlin est une position de pleine passivité. C'est-à-dire, la passivité n'est pas quelque chose de vide pour lui. Hein. C'est au contraire, j'ai essayé de le dire, très proche de la façon dont Freud traite le passif de la pulsion, en disant que c'est une activité fondamentale. Et Hölderlin dit qu'au fond, cette pleine passivité, c'est la définition même pour lui du courage du poète. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je peux, par exemple, faire une autre évocation de Benjamin pour vous montrer à peu près dans quel esprit il travaille ce genre de questions. Il y a aussi un texte, mais alors là qui est beaucoup plus tardif dans son œuvre, sur le fascisme. C'est un des très très grands textes philosophiques de l'entre-deux-guerres sur ce qu'est le fascisme. Et là, Hölderlin s'adresse à Junger et à quelques autres réactionnaires allemands en leur disant « Attention, c'est après la guerre de 14 et c'est avant l'arrivée des nationaux-socialistes. Mais c'est dans ce mouvement-là. Il leur dit « Attention, nous avons perdu la guerre de 14. » Et à l'époque, la droite réactionnaire allemande s'élevait à grands cris contre le traité de Versailles, par quoi les franco-anglais américains avaient mis l'Allemagne à genoux, avec des réparations, des annexions, etc. Et Hölderlin leur disait, non, Benjamin, pardon, leur disait, attention, saisissez votre chance d'être des vaincus. Car c'est à partir de là que vous construirez une autre Allemagne. Non, c'était une force. C'est le même type d'approche, vous voyez. Retrouvant dans un certain nombre de positions antiphaliques, si on peut dire, la source d'un véritable courage. Alors, par rapport à Junger, c'est un courage politique, et par rapport à Hölderlin, c'est ce qu'il appelle un courage de poète. Ce qu'il appelle pleine passivité, c'est une sorte de position que moi j'ai appelée d'une passivité qui soit en fait hautement active. Active au sens, j'ai essayé de le développer ensuite, d'une réceptivité qui soit une approche ou un abord pas tout du réel, et qui soit pas tout phallique, pas tout sens, pas tout signification, etc. Donc, je trouvais la remarque de Hölderlin particulièrement précieuse. Pas de Hölderlin, encore une fois, de Benjamin. Chers amis, avez-vous une autre question avant qu'on se quitte?
Et encore une fois, nous pourrions prendre un petit moment au début de la séance de novembre pour reposer des questions. Karim, vous vouliez dire quelque chose? Vous avez aussi, Ah non, c'est... vous avez aussi fait le lien avec une définition freudienne de la pulsion. Même c'est la définition freudienne de la pulsion, vous avez dit. C'est pas la définition, c'est l'idée que la pulsion, quelle que soit... Mais je ne vous ai pas interrompu. Non. La pulsion, quelle que soit la forme qu'elle prend, que ce soit l'actif, le passif ou le réfléchi, que ce soit battre, être battu ou se frapper, est fondamentalement active. Et c'est pourquoi Lacan, dans le séminaire 11, dira qu'au fond, les soi-disant 3 formes grammaticales de chaque pulsion, c'est le se faire de la pulsion. C'est, par exemple, se faire battre dans le cas du masochisme. Mais Lacan développera longuement à quel point, dans le soi-disant couple qui n'en est pas un, sadique et masochiste, c'est le masochiste qui mène la danse. C'est le masochiste qui, au fond, contraint son partenaire à le ou la sadiser, de telle sorte que le soi-disant sadique travaille en fait pour la jouissance du grand autre, auquel l'ensemble du processus s'adresse. La soi-disant passivité masochiste est une activité supérieure qui met le sadique au service de la jouissance de l'autre avec un grand A. La théorie de la perversion que Lacan développera dans le séminaire l'angoisse et puis après ensuite. Mais on voit bien là qu'il y a dans la notion même de passivité chez Freud la dimension d'une activité extrêmement forte. Il n'y a pas de position passive dans la pulsion. Même lorsque on joue à être passif, à être bouffé, à être battu, à être vu, etc., on est fondamentalement actif. C'est la thèse fondamentale de Freud dans Pulsion et Destin de pulsion. Il me semblait que la façon dont Benjamin rattrape l'idée d'une passivité pleine, c'est-à-dire le contraire d'une passivité fondée sur du vide, mais au contraire d'une passivité fondamentalement active, est extrêmement riche, et ça nous donne une ouverture à ce que moi, j'insiste pour souligner comme réceptivité qui n'est pas une position phallique, qui est une position pas toute phallique, mais éminemment active. Je l'ai montré un peu longuement en juillet à propos de Hölderlin et de sa théorie de la sensation, etc. Ben, écoutez, merci d'avoir été présent. J'espère vous voir en novembre. En tout cas, pour ceux qui seront là, vous me verrez. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Myrna. Alors, on n'a pas de